Vous êtes né en Algérie, à Oran, en 1953. Vous étiez encore un enfant. Est-ce qu'il reste en vous des souvenirs de cette période tragique? Bien sûr que j'ai des souvenirs. Comment ne pas avoir des souvenirs? Alors, j'ai des souvenirs de ce qui s'est passé avant 62. Je me souviens de sorties de classe où on marchait, on enjambait des cadavres. Je me souviens de l'engagement de mon père à l'OAS, de mes frères, de mes grands frères, pareil. Et puis je me souviens, parce que j'ai quitté l'Algérie à 9 ans, plus que de ça, je me souviens d'un truc très particulier. Comment vous dire? Ma jeunesse, elle a été bercée par l'Algérie. Pourquoi je dis ça? Parce que toute ma jeunesse, l'Algérie, c'était le paradis perdu. Vous savez, dans des familles catholiques, et je suis catholique, le paradis, l'Eldorado, il est après, on y va si on se comporte bien. Là, on l'avait perdu, c'est-à-dire que j'ai passé une jeunesse où le paradis était derrière nous, où on vivait beaucoup, peut-être trop, de regrets, où on avait beaucoup de mal pour ma famille à oublier ce qui s'était passé et à se reconstruire une vie. Ma mère, qui est une vieille dame, qui a 89 ans, continue à penser que sa vie, au fond, s'est arrêtée en juillet 1962. Donc, elle a connu les massacres du 5 juillet à Oran? Bien sûr, mon père était dans les rues d'Oran. Mon père a failli monter dans ces camions qui ont amené à la mort ou à la disparition, on le sait maintenant. Les disparitions, enfin des morts, mais sans le corps, c'est la pire des choses pour une famille. Bien sûr, mon père, vous savez, ce jour-là, il me l'a raconté 10 fois, il doit de ne pas être monté dans ce camion qui amène au petit lac, et il le doit à un arabe qui lui dit « Ne monte pas, ne monte pas, ne monte pas, ça ne va pas être bien ». Ouais, c'est un hasard. Au fond, si je ne suis pas orphelin, je le suis maintenant, si je ne l'ai pas été, c'est parce qu'il y a eu ce type-là qui a dit à mon père, qui a sauvé la vie de mon père en lui disant de ne pas monter là. Comment expliquez-vous que 51 ans plus tard, ce 5 juillet soit toujours occulté de la plupart des médias et que personne n'en parle? Mais je vais vous dire quelque chose. Je suis journaliste, donc je suis censé être informé. Les disparitions en Algérie, en juillet à Oran, mais aussi avant, en gros, après les accords d'Évian, je vais vous dire un truc qui va vous étonner. Je l'ai découvert l'an dernier. Oui, je vois que vous haussez les yeux, mais je suis comme plein de gens, je l'ai découvert. On n'en parlait pas dans ma famille. Dans ma famille, on n'avait plus envie de parler de ça. On n'avait pas envie de dire. Il a fallu que je me retrouve au cercle algérianiste, au congrès à Perpignan, pour, je vous le jure, madame, je vous le jure, monsieur, pour la première fois, entendre être bouleversé aux larmes par des gens qui racontaient ces disparitions-là et qui, 50 ans après, ne s'étaient pas remis de ces disparitions. Mais attendez, et moi, je suis pied noir, je suis journaliste, je ne le savais pas. Autant vous dire que le grand public ne le sait pas aussi. Mais pourquoi il ne le sait pas? Écoutez, moi, j'étais journaliste chez Canal, à iTélé. Quand on parlait Algérie, et je recevais un invité tous les jours, Algérie, c'était Benjamin Stora. Il y avait une espèce de réflexe pavlovien. Tu veux faire un truc sur l'Algérie, tu invites Benjamin Stora. Et moi, quand je disais, mais attendez, il y a juste quelques autres historiens qui ont d'autres points de vue. Ah non, c'était Benjamin Stora. Vous avez entendu Benjamin Stora parler de lui-même, si on ne le pousse pas aux fesses, des disparus en Algérie? Ah oui, sur le FLN et les porteurs de valises, il est excellent. Sur les disparus, on l'entend moins. Voilà, malheureusement, la situation aujourd'hui. Pourtant, l'historien Jean-Jacques Jordi en a parlé dans son livre « Un silence d'État ». Oui, mais attendez, le livre de Jean-Jacques Jordi, d'abord, il date d'il y a très peu de temps. Et puis, où vous l'avez entendu, Jean-Jacques Jordi? Moi, je l'ai reçu à la télé, je l'ai reçu à la radio. Mais on ne reçoit jamais Jean-Jacques Jordi. La parole de Benjamin Stora, c'est l'honnêteté dans les médias, c'est l'objectivité. Et Jordi, c'est le parti pris, c'est le pro-pied noir, le pro-OAS. C'est ça la réalité des médias. C'est ça qui fait, c'est une machine à décerveler les gens. Vous savez, on dit qu'il y a beaucoup un politiquement correct. Il y a aussi un historiquement correct. Parce que les journalistes, même de bonne foi, ils ont l'impression que si vous dites, attendez, c'est anodin, c'est factuel, si vous dites l'Algérie, le comportement des Français en Algérie par rapport aux Algériens n'a pas toujours été parfait.
Personne ne va dire que les pieds noirs étaient 1 million de saints hommes et de saintes femmes. On n'est pas assez stupide pour le penser. Mais si vous leur dites en même temps, mais de cette même façon, on ne pense pas que la colonisation soit à 100% négatif. Il y a quand même eu des routes, des aéroports, des ports, des hôpitaux, des écoles. Même si c'était pas parfait, même s'il avait fallu en faire plus et tout, si vous dites tout ça, votre parole, elle est disqualifiée. Elle est disqualifiée, c'est que vous êtes un horrible personnage, pas loin d'être évidemment un colonialiste, pas loin d'être un fasciste, et qui plus est, je ne sais pas ce que vous pouvez être, un pétainiste, un nazi. C'est comme ça que fonctionnent les médias. Il apparaît clairement que la liberté d'expression, il y a une trentaine d'années, avait toute sa place, contrairement à aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Absolument, c'est un paradoxe. La génération des gens qui sont au pouvoir dans les médias aujourd'hui, c'est des gens qui ont biberonné à mai 68. Vous vous rappelez, mai 68, il est interdit d'interdire. C'était ça, alors ça pouvait être excessif, mais c'était ça. Ces gens-là, arrivés au pouvoir, en tout cas à la tête des médias, ils font exactement le contraire. Il n'y a jamais eu autant d'interdits. Attendez, on n'est pas en Chine populaire, je ne compare pas. Mais les interdits, il y a tout un tas de sujets. On vient d'en parler avec l'Algérie, la colonisation généralement, mais essayez de parler sereinement, j'en sais rien moi, de l'avortement, de la peine de mort, de la torture, de l'homosexualité, de l'islam, des musulmans, de l'immigration. Essayez de parler de ça dans les médias. Non, il y a une espèce de chape de plomb qui fait qu'il est de fait interdit de dire, pas d'aborder ces questions-là, de les aborder en disant un certain nombre de choses. Oui, vous avez raison, on assiste depuis en gros 20 ou 30 ans à un recul de la liberté d'expression. Il y a toute la liberté pour un certain nombre de points de vue, pas de liberté pour un certain nombre d'autres points de vue. Malheureusement, vous imaginez quels sont les points de vue qu'on n'a pas le droit de défendre dans les médias. Que pensez-vous de la controverse qui a opposé Camus à Sartre, Johnson et à bien d'autres? Ben écoutez, au fond, c'est une controverse, comment vous dire, absolument actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez Camus qui refuse au fond le camp du progressisme à l'époque. Il n'est pas marxiste, il n'est pas pro-soviétique, il se méfie du discours tout fait. Et face à ce discours-là, ce discours idéologique qui amènera les gens à fermer les yeux sur les camps de concentration en URSS, sur le goulag en URSS, sur ce qui se passera dans les pays communistes, lui, il est plus pragmatique. Sur l'Algérie, par exemple, pour revenir sur l'Algérie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit attention aux idéologies, attention, il n'y a pas un camp tout blanc, il n'y a pas un camp tout noir. Il dit pas encore, d'ailleurs, il dit pas, une fois de plus, il dit pas tous les pieds noirs sont parfaits et tout. Il dit il faut les prendre en compte, il faut entendre cette douleur-là, il faut entendre cette peur-là. Et ce discours-là, il est vomi, il est couvert d'insultes. Il est brocardé, il est montré du doigt, il est celui qui ne choisit pas le bon camp. Le bon camp étant, une fois de plus, le FLN est porteur de valises. Il dit ça, il est d'une actualité totale, Camus. Vous savez, quand j'étais jeune, dans les années 70, Camus, c'était le truc, qu'est-ce que c'est ce truc pour jeune fille, vous savez, si j'ose dire. C'était une pensée un peu tiède, d'eau douce. On était tellement mieux quand on est sartrien et quand on rêvait de monter sur un tonneau devant Boulogne-Billancourt. Je crains pour les sartriens et pour tous les idéologues de ces années-là que ce soit Camus qui avait raison. Bien. Est-ce que professionnellement, votre liberté d'expression vous coûte cher? Je la paye tous les jours. Je la paye tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si je ne suis plus dans un média traditionnel, j'étais à la télé, à la radio, c'est soit pour ce que j'ai dit, soit pour les gens que j'ai invités. Parce qu'il y a des gens qu'on ne doit pas inviter dans les médias, qui n'ont pas leur place dans les médias, où on a cessé tous les jours de me le répéter. Mais comment tu vas inviter un tel? Mais pourquoi tu n'invites pas les autres? Parce que les autres, on les voit partout, parce que ce sont toujours les mêmes. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Mon père, pied noir, membre de l'OS, m'a dit juste une chose. Ça va pouvoir être peut-être anodin, pas une grande pensée. Il me disait, tu sais, je préfère quelqu'un qui s'engage, même en se trompant,
que quelqu'un qui ne s'engage pas. Vous savez, les gens qui sont toujours à distance et tout. Voilà, j'aime l'engagement, je me suis peut-être trompé dans ma vie, sûrement, et un paquet de fois et tout, mais j'ai encore des convictions, je les défends. Alors je le paie professionnellement. En même temps, aujourd'hui, Boulevard Voltaire est un site qui marche au-delà de toute notre espérance. Ça veut dire qu'il y a comme nous, comme vous, comme moi, tout un tas de gens qui se disent que peut-être que ces médias tels qu'ils fonctionnent, ils ne veulent plus en entendre parler, ils ont envie d'entendre autre chose. Comment analysez-vous le positionnement de la presse par rapport au pouvoir politique, par exemple ce déni de l'histoire lors du discours de Hollande en Algérie? Mais parce que c'est même pas. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être sous la pression des politiques. Personne ne dit aux journalistes de dire, d'écrire, de filmer telle ou telle chose concernant l'Algérie. C'est qu'ils le pensent réellement. C'est ça la pire des choses. C'est qu'ils sont convaincus d'avoir raison. C'est pas des marionnettes avec, vous savez, un marionnettiste qui comme ça, tirerait les fils. Ce serait tellement simple, on n'aurait plus qu'à couper les fils. Non, le problème, c'est que mes confrères, ils pensent que les pieds noirs, en gros, sont des exploiteurs, qu'il n'y avait que des colons, et que le FLN, c'était des saints. C'est à peu près ça qu'ils pensent. Ils ont eu besoin d'aucun homme politique pour le penser. Et quand vous voyez... attendez... Quand vous voyez François Hollande aller jeter des fleurs sur la Seine en disant vous vous rendez compte les massacres d'octobre 61, c'est octobre 61, d'octobre 61, enfin on sait que c'est une invention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des morts, il y a des dizaines, des centaines de morts, où on les trouve. Mais vous n'avez pas un journaliste pour mener l'enquête. Et si vous dites on pourrait interroger ça, on vous dit mais tu as bien mauvais esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu étais proche des colons, tu étais proche de l'Ouest. C'est ça, vous êtes sommé de vous expliquer. C'est ça la presse aujourd'hui. Pour en revenir à l'Algérie, pouvez-vous nous dire pour quelles raisons l'a-t-on perdu et qui sont les responsables de cet abandon? Qui sont les responsables? Vous pourriez me poser une question plus simple là, parce que c'est compliqué. Qui sont les responsables? Dire que De Gaulle est le seul responsable, ça me semble caricatural, honnêtement. Qu'il se soit comporté comme un salaud, je pèse mes mots, en ayant fait croire à tout un peuple en Algérie quelque chose et en faisant le contraire, bien sûr. Sans oublier l'abandon des harkis? Je ne vous parle même pas de l'abandon. Non, mais là, c'est au-delà. Là, on n'est plus dans... On est dans l'horreur absolue. Mais là, il n'est pas le seul. Citez-moi le nombre d'officiers qui ont refusé d'abandonner la Harki. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Il y en a qui ont accepté. Comment on peut accepter d'abandonner ces hommes? Je vous ferai remarquer qu'il y a des officiers arabes, musulmans, qui ont été héroïques à ce moment-là et qui ont refusé de faire ça. Bien sûr qu'il y a De Gaulle. Il y a bien sûr le contexte. Attendez, les Américains qui appuient le FLN, quand vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés en Amérique, les colons américains, qui là, évidemment, ils ont réglé le problème parce qu'ils ont tué les gens. C'est pas la même chose. Troisièmement, il y a une partie de notre faute à nous, les pieds noirs. Il y a l'incapacité de penser plus loin que le bout de notre nez. Et je me mets dedans avec ma famille et tout. Mes parents, jusqu'à fin juin, ils n'imaginent pas un instant, vous entendez, qu'on va quitter l'Algérie. Quand ça sautait aux yeux. Après, vous dites, mais comment ils n'ont pas vu venir Ils ne l'ont pas vu. Parce qu'ils étaient tellement persuadés, à juste raison, qu'ils étaient chez eux, qu'ils n'ont pas imaginé un instant qu'on pouvait les mettre dehors de chez eux. Et je veux dire, honnêtement, la jugeote politique, ça n'a pas été notre plus grande qualité. Quant aux généraux qui ont mené les putschs, permettez-moi de vous dire que là, alors la jugeote politique, c'était en deçà de zéro. C'est-à-dire qu'on a cumulé tout ça. Voilà, maintenant on ne va pas pleurer sur ça. Il faut juste, j'ai écrit avec Thierry Rolando un petit livre qui s'appelle « Vive l'Algérie française » pour dire juste, la bataille aujourd'hui, c'est qu'on ne raconte pas toujours l'histoire de la même façon, qu'on ne raconte pas toujours l'histoire du côté des vainqueurs, les vainqueurs étant le FLN. Et ça, c'est un combat pour la mémoire qui me semble essentiel. Vous parlez du FLN, mais que dire de cette intelligentsia française, plus particulièrement de gauche, avec ses porteurs de valises qui armaient et soutenaient le FLN?
comment je peux oublier les porteurs de valises? Et comment je peux oublier ceux qui continuent à leur tresser des couronnes et des lauriers? Comment on peut aider des gens qui vont tirer sur vos concitoyens et sur les militaires de votre pays? Et comment on peut, 50 ans après, continuer à se vanter de ça? Comment? Permettez-moi de vous dire, ça me dépasse. Je n'imagine pas, j'aurais honte d'avoir fait ça. Je veux dire, c'est Camus qui disait entre ma mère et mon pays, je choisis ma mère, mais entre mon pays et les autres, je choisis mon pays. À votre avis, la France est en danger? Je pense qu'il y a une montée d'un islam radical qui m'inquiète. Je l'écris tous les jours dans Boulevard Voltaire, on le dit. Il me semble qu'il y a la montée d'une arrogance de certains qui est inquiétante. Je pense qu'il y a, face à ça, une démission des pouvoirs publics. Mais attendez, pas que la gauche, la droite pareil. Je vous rappelle, le regroupement familial, c'est pas la gauche, c'est Chirac et Giscard. Il faut se souvenir. On a une gauche et une droite qui démissionnent de la même façon, qui ferment les yeux sur quelque chose qui ressemble. Alors, c'est Renaud Camus, un autre Camus, qui n'a rien à voir, qui dit, vous savez, le grand remplacement d'une population par une autre, il y a en tout cas là une vraie inquiétude à avoir. Et il y a un silence des médias sur cette réalité qui est inquiétant. Aujourd'hui, la montée de l'islam, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas ne pas s'interroger. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire on va jeter les musulmans qu'il y a à Béziers à la mer. Personne ne dit ça. Mais s'inquiéter du nouveau rapport de force, bien sûr. Attendez, là on fait une interview alors qu'il y a eu, vous avez eu des émeutes, et de qui à Stockholm, où on pensait qu'en Suède il n'y aurait jamais une seule émeute. Vous avez vu ce qui s'est passé à Londres, où deux noirs musulmans, attendez, au hachoir et au couteau, en montrant leurs mains fiers d'avoir tué un jeune militaire britannique. On voit des attentats au Niger pour punir la France de son intervention au Mali. Bien sûr, il faut être aveugle pour ne pas se dire qu'il y a un problème là, bien entendu. Ça peut se reproduire en France? Bien sûr. Ce qui s'est passé à Londres, bien sûr que c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a des espèces de, pour prendre une phrase un mot un peu banal, des loups solitaires. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent tout seuls, sans avoir l'appui d'Al-Qaïda, ou d'une structure terroriste, tout seul dans la rue, s'en prendre à des gens parce que, et en criant Allah est grand. Bien sûr que c'est inquiétant, ça ne vous inquiète pas, vous? Bien sûr que je me dis, vers où on va? Vers où on va? Et cette question, il faut se la poser. Le problème, c'est que la gauche aujourd'hui se la pose sûrement pas, mais je vous rappelle que la droite au pouvoir l'an dernier, elle se la posait pas beaucoup plus. Pour terminer, juste un mot pour ces expatriés de 1962 qui ont dû quitter leur pays et qui aujourd'hui vivent avec une blessure, celle de l'exode. Je comprends leur douleur. Je comprends cette peine qui fait que vous serez à jamais les perdants de l'histoire. Vous serez à jamais ceux à qui on ne donnera pas la parole. Vous serez à jamais ceux qu'on n'écoutera pas. Vous serez à jamais du mauvais côté de la barrière. Vous serez à jamais les salauds. Vous serez à jamais ceux qui se comportaient mal. Et ça, c'est tellement loin de la réalité, c'est tellement injuste que je comprends que 50 ans après, on ait du mal à s'en remettre. Et ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais dire à ceux qui sont les enfants des Pieds Noirs, à ceux qui sont les petits-enfants des Pieds Noirs, qu'il faut préserver la mémoire, qu'il faut préserver l'héritage, qu'il faut préserver ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait. Moi, mon père est enterré en France, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père sont morts en Algérie. Je suis fier d'eux, fier d'eux. Il faut arrêter de raser les murs. On a 1000 raisons d'être fiers de ce qu'on a été et de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents.
C'était la fin de leur foi en la France. Mon pays, la France, il a disparu dans ce cataclysme qui a emporté l'Algérie. La France a disparu aussi. Nos parents ont pris la valise et aujourd'hui il nous reste le cercueil.